Salut Clémentine, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Clémentine, tu es députée La France Insoumise NUPES de Seine-Saint-Denis et tu es aussi membre du comité de rédaction de la revue Regard. Avant de revenir sur les universités d'été de la gauche, sur la France Insoumise et sur la NUPES, une question sur l'été que nous venons de passer, sécheresse prolongée, méga-feu, canicule à répétition. Après le consensus scientifique, la preuve par l'expérience de l'urgence du réchauffement climatique. Euh, Qu'est-ce qu'il manque pour que cela se transforme en véritable dynamique politique et qu'il se passe enfin quelque chose? Sans doute qu'il manque des responsables politiques, parce que ceux qu'on a aujourd'hui sont des irresponsables politiques et ils sont enfermés dans un cadre qui est un cadre qui ne nous permet absolument pas de commencer enfin à changer notre trajectoire en termes de modèle de développement pour limiter, commencer déjà par limiter les dégâts. Et en plus, on le sait, non seulement il faut investir dans la transition écologique et changer de modèle de développement, ce qui suppose de planifier dans le temps tout ce qu'on doit modifier, mais il faut également mesurer à quel point l'austérité budgétaire nous a mis dans le mur d'une certaine manière. Parce que ce qui s'est passé en Corse et qui n'a pas été vu par Météo France, il y a aussi une raison, c'est que Météo France a vu ses budgets sacrifiés ces derniers temps et donc mesure de façon moins précise les choses pour pouvoir les anticiper. Pareil pour les forêts, on sait que l'ONF, l'Observatoire national des forêts, a lui aussi été malmené par les choix budgétaires du gouvernement. Donc on est face à un gouvernement qui s'entête, qui va dans un mur, mais vraiment droit, et qui ne veut pas en réalité prendre les mesures qui s'imposent. Donc le drame, il est là. Tout le monde sait, je veux dire, on le sait depuis au moins le rapport Midos de 1972, puisque c'est le premier rapport qui dit que notre logique économique ne va pas tenir et que les ressources sont limitées et que si on ne change pas, eh bien, on va aller vers des catastrophes. Et maintenant, les catastrophes sont là. Sauf que les politiques publiques continuent depuis 40 ans sans sourciller et la France ne respecte même pas les engagements qu'elle signe elle-même. Puisque l'accord de Paris, elle s'est assise dessus, parce que les objectifs en termes d'énergie renouvelable, on en est toujours à 13%, alors que notre trajectoire devrait nous mener très vite à 32%. Enfin bref, il y a à peu près rien qui va, et donc on peut parler de planification écologique au gouvernement, ça ne change pas la réalité où il n'y a pas de planification écologique. Alors, tu pointes l'inaction du gouvernement et finalement l'irresponsabilité de certains, mais de certains cadres dirigeants, voire dirigeants tout court, ou cadres dirigeantes d'ailleurs. La révolution écologique, elle doit donc venir, d'après toi, d'en haut. Pas seulement d'en haut. Pas seulement d'en haut, parce que si on n'a pas une écologie populaire, on ne va pas pouvoir en fait changer cette société. Bon, il y a des mesures qui doivent venir d'en haut. Quand on sait que par exemple 63 Français, évidemment des gens très très riches, émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population. C'est fou. Enfin, quand on voit juste ce chiffre, c'est fou. Donc il y a bien un problème qui fait que nous avons besoin de taxer les grands groupes économiques qui sont les premiers responsables des émissions et les hyper riches qui, par leur surconsommation délirante, qui ne correspondent à aucun besoin véritable chez eux, eh bien, eux, il va falloir qu'on les contraigne. Je ne vois pas d'autre solution. Mais après, pour changer toute une série de comportements, et ça touche à des choses assez profondément ancrées, parce que le consumérisme fait partie de notre vie quotidienne. Or, c'est ça qu'il faut toucher. C'est cette folie consumériste. Bien sûr qu'on a besoin que tout le monde s'y mette, non pas simplement pour dire qu'un geste plus un geste va sauver la planète, mais tout simplement pour que notre univers mental sorte de cette folie de la marchandise qui est au cœur de nos sociétés folles, folles de consommation. Et quand nous, ce qu'on veut faire, c'est de gouverner par les besoins. On l'a dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit pendant la présidentielle. Je ne sais pas si on a bien réussi encore à faire passer le message dans les profondeurs de la société de ce que ça veut dire, parce que en fait, c'est vraiment une révolution copernicienne des politiques publiques, puisqu'il s'agit de définir quels sont nos besoins. Et là, il y a besoin des citoyennes et des citoyens. Et donc, il y a besoin aussi de démocratie profondément pour arriver à redéfinir quels sont nos besoins véritables et à mettre l'appareil productif au service de ces besoins véritables. Pas rien, hein. Et ça, le faire sans révolution citoyenne, c'était un des maîtres mots de nos amphis, évidemment, c'est injouable, injouable. Donc c'est pour ça que les choses se tiennent en fait, hein. Le système économique capitaliste qui part sa loi du profit
empêche l'écologie d'advenir, mais aussi la démocratie, parce que sans cette démocratie, on n'y arrive pas. Donc il faut toucher le capitalisme, mettre en œuvre la sortie du productivisme et du consumérisme, et pour tout ça, on a besoin d'une méthode, la démocratie. Ça se tient complètement. Alors, on va revenir sur la NUPES maintenant et vos universités d'été. Hier, Jean-Luc Mélenchon a fait un discours très véhément et très volontaire. Il a annoncé une rentrée sociale et politique très chaude, avec notamment force mobilisation. Cette volonté d'être dans une confrontation quasi systématique avec le pouvoir en place, tu me diras si tu partages ce constat, c'est l'état d'esprit, j'ai l'impression, qui domine à la France insoumise. Est-ce que tu penses que c'est aussi l'état d'esprit du pays? Je crois que là, on est dans une situation avec trois pôles, hein, l'extrême droite, l'extrême centre, le pôle social et écologique avec la NUPES, ce qui est quand même une reconfiguration du champ politique. Et c'est vrai qu'on cherche un peu l'issue. Or, le pouvoir en place, c'est vraiment un pouvoir qui a des recettes très très anciennes, hein, qui ont au moins 40 ans de retard, dérégulation, austérité budgétaire, flexibilité, concurrence à tous les étages, tout ça, ça va pas du tout. Mais il continue à aller dans ce mur avec un fait qui est quand même assez impressionnant, c'est que il fait tout ça au nom de c'est raisonnable, nous sommes le juste milieu, vous voyez ce que je veux dire, c'est le bon sens. Le cercle de la raison. Voilà, le cercle de la raison, c'est vraiment ça, le cercle de la raison. Donc il y a quand même un tour de passe-passe assez hallucinant. C'est-à-dire que alors qu'en réalité, c'est le cercle de la déraison, la plus totale. C'est le cercle de la déraison. C'est déraisonnable de continuer à aller dans le même mur. Donc eux, ils vont dans ce mur-là et notre pôle. Donc ça fait 3. Et ça change par rapport aux alternances qu'on avait avant, droite-gauche. Donc comme le jeu est à 3, très difficile de dégager des majorités. Ma conviction, c'est que celui qui va s'écrouler, c'est le pôle central. Je pense que c'est celui dont l'avenir, à mon avis, est compté, enfin la possibilité de survie est comptée, parce que c'est quelque part les politiques d'alternance telles qu'elles ont existé pendant plusieurs décennies, ramassées en un, puisque d'alternance, il n'y avait plus rien, en fait, c'était la même politique néolibérale, et que ça, c'est en train de s'écrouler. Et à la fin, il reste l'extrême droite et nous. Et là, il y a une course de vitesse. Il y a vraiment une course de vitesse pour dégager de vraies majorités. Alors, on a raison de se confronter à ce gouvernement et d'être très virulent et de préparer la rentrée avec force. Il y a les mobilisations syndicales, où il y a l'union d'ailleurs des syndicats pour appeler à 2 grandes journées de mobilisation le 22 et le 29, auxquelles nous participerons et c'est très important. Et puis, depuis ce week-end, il y a eu ce communiqué avec à la fois les syndicats, le monde associatif, enfin pas tout le monde, mais de grandes associations et les partis politiques de la NUPES qui, ensemble, ont dit se réunir pour préparer également des échéances dans cette rentrée. Parce que la rentrée, elle est marquée par ce qui s'est passé cet été sur le climat, mais évidemment aussi pour la majorité des gens par cette inflation complètement folle et le gouvernement avec sa loi pouvoir d'achat qui n'a strictement rien réglé. Et en plus, s'ajoute à nos problèmes qui sont des problèmes de revenus, hein, de répartition entre capital-travail, de non-blocage des prix des produits de première nécessité. On s'est battu là-dessus, mais s'ajoute à tout ça une casse délirante des services publics qui nous ont amenés au chaos dans lequel on est maintenant, avec des enseignants recrutés en job dating dans le premier degré, des crèches autorisées par décret en plein mois d'août à pouvoir recruter des personnels non qualifiés, ce qui est quand même complètement fou, comme si finalement il n'y a plus d'éducation, ça devient du gardiennage. L'hôpital, on sait qu'il est en burn-out max, XXL, on n'a même plus de mots pour dire l'horreur dans l'hôpital public, mais même des services publics comme la SNCF, avec ces fameux cheminots dont on a tant dit qu'ils étaient des privilégiés, notamment dans la bataille des retraites. Ils sont tellement privilégiés que plus personne ne veut y aller, et il y a 1200 agents à trouver à la SNCF aujourd'hui. Donc il y a bien un sentiment de société, de chaos en fait. Et donc dans ce chaos, oui, il faut être très offensif à l'égard du pouvoir en place qui maltraite nos jeunes, qui maltraite les biens communs, qui maltraite les salariés, enfin bref, on est dans une société de malheur et de maltraitance. Il faut impérativement mener cette combativité et être fer de lance de la bataille et de la rentrée sociale et politique. Après, en plus, on a la loi chômage qui arrive, c'est la première loi que nous aurons en octobre quand l'Assemblée va reprendre, après cette trêve plus longue que d'habitude, hein. D'habitude, on ne reprend pas début octobre à l'Assemblée. Donc là, on reprend début octobre et on va commencer par un point très dur, qui est la question de la énième réforme de l'assurance chômage, qui va conduire à quoi? Une nouvelle fois, baisser les droits, comme si c'était de leur faute. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas capable d'aller vers la taxation des super profits.
Alors maintenant, la porte est ouverte tellement c'est impopulaire de laisser une telle gabegie s'organiser. C'est quand même incroyable. 44 milliards de dividendes qui viennent d'être, enfin, sur un trimestre, 3 mois, 44 milliards de dividendes. On est à un sommet d'indécence qui est complètement fou. Et donc le gouvernement est bien obligé de faire semblant de réagir. Mais sauf que pour l'instant, on demande gentiment au grand patronat de bien vouloir être gentil. Et par contre, pour les chômeurs, c'est de leur faute et on va leur supprimer des droits. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, on l'a vu dans les universités d'été des uns et des autres, enfin à gauche, dans ce que tu appelles le pôle de gauche, le maître mot c'était l'unité. Enfin, si on Oui, écoutait oui. certains, hein, pas chez tous et toutes, mais chez la plupart, Beaucoup. c'était l'unité. Ouais. Chez beaucoup, voilà. Après, chacun pour soi à la présidentielle, il y a eu l'alliance stratégique pour les législatives. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a bien compris que certains points faisaient dissensus, d'autres consensus. Mais au fond, c'en est fini à la France insoumise de dire que vous allez y arriver tout seul et que tous les autres, à savoir les communistes, les socialistes et les écologistes, c'était bon, vous les aviez qualifiés, enfin pas forcément toi d'ailleurs à titre personnel, mais vous avez qualifié de colibets plus ou moins fleuris. Ça c'est fini. Maintenant vous êtes tous dans la même barque et vous allez tous au même endroit. Oui, alors c'est fini pour 2 raisons. La première, c'est qu'en effet, il y a eu une forme de juge de paix avec l'élection présidentielle où les équilibres à l'intérieur de la gauche ont été mesurés et donc reconfigurent en fait en profondeur la gauche. Et la deuxième raison, c'est que en effet, il y a eu cette stratégie impulsée par la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon lui-même de rassemblement au sein de la NUPES et que ça a marché. Évidemment, si ça n'avait pas marché, ça a marché. On est passé d'une soixantaine de députés à environ 150. Donc, c'est quand même un beau succès. Voilà. Alors que, je rappelle à tout le monde, parce que des fois on oublie, mais il n'y a pas un an, tous les éditorialistes expliquaient qu'on était terminé, que la gauche était dans les catacombes et qu'on allait peut-être disparaître. Donc, je trouve que c'est pas mal la façon dont on a réussi à rentrer dans le jeu. Donc, évidemment qu'une fois qu'on a ça, on n'a pas encore gagné. Et donc la question, c'est comment on franchit une nouvelle étape pour réussir à gagner. Et de ce point de vue-là, je crois qu'en effet, les différentes forces politiques, même si j'entends bien des critiques ou à certains endroits dans les partis politiques, encore des gens qui renaclent, qui n'ont pas envie de ça, mais en même temps, je ne sais pas très bien ce qu'ils proposent. J'ai été moi à l'université d'été du Parti socialiste dans une table ronde sur la NUPES, avec plus de 400 personnes dans la salle et les gens étaient debout et acclamaient NUPES, NUPES, NUPES. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout le Parti socialiste, mais je pense que la dynamique est de ce côté-là et que finalement, au PS par exemple, mais ça peut être vrai évidemment ailleurs, on a envie de dire what else? What else? Après, ils ont tous des congrès, c'est-à-dire ELV, le Parti communiste et le Parti socialiste, ils ont tous des congrès dans l'année à venir. Ça va peut-être être l'occasion pour eux vraiment de clarifier avec leurs militants vraiment leur ligne. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de congrès. C'était un peu l'objet d'une note que tu as publiée la semaine dernière sur ton blog, où justement tu as parlé un peu des statuts de ton mouvement, donc de la France insoumise, un mouvement gazeux, comme l'avait appelé Jean-Luc Mélenchon, qui en gros, enfin c'est ce que tu dis dans ta note, ne peut plus se permettre de l'être aujourd'hui, c'est-à-dire complètement gazeux. Comment a été accueilli ton texte? Est-ce que ça a été un sujet, par exemple, à l'université d'été, aux amphis de la France insoumise? Oui, oui, clairement. D'ailleurs, je ne pensais pas que l'écho serait si grand et c'est vraiment avec plaisir que j'ai été interpellée de très très nombreuses fois aux amphis par des militants m'expliquant que c'était tout à fait des problématiques que eux discutaient en fait dans leur GA, etc. Même chez les cadres du mouvement, j'ai senti qu'il y avait un écho et mon idée était vraiment de faire un texte constructif pour franchir cette étape. Et en effet, je pense que maintenant, en plus, on était 5000 aux universités, à l'université d'été, aux amphis, comme on les appelle, à notre université d'été, donc c'est absolument énorme. Donc on voit bien qu'on est en phase de massification d'une certaine manière. Et moi, mon obsession, c'est qu'on arrive à grandir, à avoir une implantation locale plus grande. Et pour ce faire, il me semble à la fois qu'il faut des moyens pour les collectifs locaux, pour qu'ils puissent se déployer, et notamment dans la bataille avec l'extrême droite, je pense que c'est décisif, cet ancrage local conforté, et la capacité à faire vivre le pluralisme pour qu'il y ait du débat et qu'on identifie plus clairement où se prennent les décisions, comment se prennent les décisions, de telle sorte que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde participe de la vitalité de ce mouvement. C'est ni plus ni moins ce que j'ai voulu dire avec une méthode de consensus qui n'est pas celle
justement des congrès. Je n'ai pas la nostalgique de dire il faut que la France insoumise ressemble aux modalités de fonctionnement des Verts ou du PS. C'est pas du tout mon propos. Je pense qu'on essaye un chemin original, innovant, qui est de ne pas reproduire les partis du XXe siècle. Et donc les travers qui figent aussi des majorités, des minorités, où en bout de course, on ne sait plus d'ailleurs pourquoi les gens s'engueulent, puisque à la fin des fins, chacun veut persévérer dans son être. Voilà, on n'a pas envie non plus d'avoir des barons, comme on appelle, des baronnies locales. Mais pour autant, si on veut éviter ces travers-là, on a néanmoins besoin d'imaginer des formes d'élaboration collective, de telle sorte que tout le monde se sente pleinement dans le mouvement et qu'on identifie mieux les lieux de la prise de décision à tous les étages. Alors, c'est pas la première fois que tu portes ce genre de critique, hein. C'est pas vraiment une critique, mais tu te dis, voilà, on pourrait évoluer sur le point de où est-ce que se prennent les décisions, où est-ce que se font les débats au sein de la France Insoumise. T'es d'ailleurs pas la seule à porter ce genre de questions. Comme tu l'as dit, dans de nombreux GA, c'est aussi des questions qui sont posées. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose qui a évolué en 5 ans d'existence du mouvement. Qu'est-ce qui fait... D'ailleurs, il y a un problème, c'est où est-ce que va se prendre la décision de l'évolution du mouvement, en fait? Qui va dire, au bout d'un moment, Clémentine, elle a raison, peut-être qu'il faudrait faire évoluer. Enfin, je veux dire, comme le cadre n'existe pas, comment faire apparaître un cadre d'un endroit où il n'y a pas de cadre? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai rendu mon texte public sur mon blog, parce que c'était le lieu que j'ai trouvé, y compris pour qu'il y ait une appropriation des militants, des questions que je pose et des propositions que je fais, parce que c'est un texte dans lequel il y a en réalité beaucoup de propositions. Il est assez long, c'est pour ça que j'étais étonnée de l'écho, parce que c'est quand même un texte qui est assez long, et j'étais frappée du fait que beaucoup l'ont intégralement lu. Et en ont compris le sens d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit côté évidemment de prisme déformé dans les médias qui n'y voyaient que critique, et j'ai vu, y compris sur les réseaux sociaux, beaucoup de militants insoumis. On connaît la FISPHER, hein, elle est quand même assez puissante, et expliquant aux journalistes, mais non, vous n'avez rien compris, c'est pas ça que dit Clémentine Autain, elle fait un texte de proposition. Donc ça, c'était quand même assez rigolo. Donc je l'ai mis là. Je pense que voilà, ça crée du mouvement, ça crée et ça va créer de la discussion. Et ça va créer de la discussion. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se dénouer, ni à quel terme, mais j'ai bon espoir en effet qu'on fasse évoluer le mouvement dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas attachée à chacune des propositions concrètes que je fais, même si j'en ai la conviction, mais c'était surtout le sens en fait de la dynamique, je crois, nécessaire d'enclencher vers plus de pluralisme, vers plus de moyens pour le développement local. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en prenne collectivement la dimension et qu'on fasse c'est sans doute plus que des ajustements, mais en tout cas, qu'on y réponde. C'est une préoccupation qui n'est pas que la mienne, on l'aura compris, qui est une préoccupation dans le mouvement. Tout à l'heure, en parlant du succès de l'université de la France Insoumise, tu as parlé de massification, parce que tu as dit qu'il y avait du monde, il y avait plus de 5000 personnes. Je ne sais pas si on peut encore parler de massification ou de parti de masse, mais justement, toi, comment est-ce que tu penses, où est-ce que tu penses que devrait se situer aujourd'hui un parti ou un mouvement politique comme le tien? Est-ce que tu imagines qu'il doit être à l'avant-garde, un peu comme l'a été le parti bolchevique avec Lénine, même si à cette époque-là, il était adossé sur un parti de masse qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment. Ou bien, est-ce que tu penses qu'il doit être le catalyseur de dynamique sociale, c'est-à-dire être beaucoup plus à l'intérieur des luttes et se laisser un peu porter en fonction de de ce sur quoi ou ce contre quoi se mobilisent les gens? Non, je pense quand même qu'un mouvement politique, il a une fonction d'orientation d'une certaine manière. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis très favorable à ce qu'il y ait du débat interne, qui ne veut pas dire du conflit nécessairement, hein. Mais ça veut dire exiger un haut niveau, notamment pour les cadres politiques, de formation intellectuelle et de capacité rhétorique pour qu'à chaque fois on affine, parce que comme disait Lénine, hein, il faut l'analyse concrète d'une situation concrète à tout instant, et donc par définition la situation concrète elle change, et donc il faut que tout le monde soit capable de l'analyser, de la comprendre. Donc je veux aussi qu'on élève collectivement nos capacités à comprendre ce qui se passe et à y répondre. Donc pour moi le mouvement il a une responsabilité aussi dans cette orientation. Et il doit être
évidemment dans les mobilisations. D'ailleurs, on sera là le 22 et le 29 septembre à l'appel des syndicats. On veut nous-mêmes enclencher quelque chose avec le communiqué de presse et la réunion qui va avoir lieu. Donc, pour moi, c'est pas l'un ou l'autre en fait. Hein. Il faut être dans le mouvement de la société, mais y être aussi avec, voilà, avec un cap, quoi. Et c'est le propre du mouvement politique aussi. Hein. C'est de créer le débouché politique, c'est-à-dire de se donner les moyens de gagner les élections. C'est ce que nous on appelle la révolution citoyenne. Enfin, c'est quand même ça l'idée. Hein. C'est d'emmener tout le monde de telle sorte qu'on puisse prendre le pouvoir. Et en ayant pris ce pouvoir, les choses ne s'arrêtent pas. Il faudra continuer à écouter ce qui se passe dans la société, et c'est pas à la fin et on donne les clés au parti guide et puis chacun rentre chez soi en attendant que la société se transforme. Ça marche pas comme ça. Enfin, il ne faut pas que ça marche comme ça. Sinon, le pire est devant nous. Alors, je parlais de dynamique sociale. Lorsqu'on regarde un peu sérieusement les analyses des résultats à la fois de la présidentielle et des élections législatives, on voit que celles et ceux qui ont voté notamment à gauche, c'est pas uniquement les catégories les plus populaires, ou plutôt que les catégories populaires n'ont pas voté uniquement à gauche, elles votent aussi à l'extrême droite. Comment est-ce que tu analyses ce vote d'une grosse partie des catégories populaires à l'extrême droite? Est-ce que tu dis, comme le disent certains de tes camarades, qu'elles seraient fâchées mais pas forcément fachos, ou au contraire qu'elles assument leur racisme, ou plutôt leur xénophobie qui cache assez mal leur racisme? Probablement qu'il y a un peu des deux en vrai, hein, parce que faut pas mépriser l'électorat de l'extrême droite en lui expliquant qu'il s'est trompé et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc je suis aussi pour respecter cet électorat, et je pense qu'un certain nombre savent très bien ce qu'ils font et sont pétris de racisme et croient vraiment à cette idée qu'on va régénérer la nation et ouvrir un avenir une fois qu'on aura mis dehors les étrangers qui viennent manger le pain des Français et chasser tous les musulmans. Voilà, ça, je pense que c'est quand même un socle idéologique qui rencontre un écho et qui a été matricé. Si les gens se mettent à penser comme ça, c'est aussi que la réplique en face n'a pas été suffisamment ferme pendant très longtemps. On a laissé dire, je veux dire, à force de dire le FN pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses, je veux dire, c'est aussi une ligne politique qui a permis à l'extrême droite de gangréner les esprits. Donc il y a une part comme ça, et il y a une autre part qui en veut au pouvoir en place, notamment à la Macronie, et qui cherche le moyen de les mettre dehors et d'avoir une autre issue. Et qui ne sont pas forcément racistes, qui ne pensent pas forcément de la même manière que l'extrême droite, dans son cœur idéologique. Et pas forcément là-dessus, mais dans l'idée qu'au moins ça va changer, au moins on les a jamais vus, on les a pas testés, au moins ça va permettre de mettre une claque à la Macronie. Donc je pense que c'est un mélange des deux. Donc nous, ce qu'on a à faire, c'est d'abord de remobiliser un électorat de gauche très déçu par la gauche au pouvoir, très déçu depuis très longtemps en fait. Donc celui-là, il faut le raviver. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit hier, s'il y avait eu 2 points de plus de vote des jeunes qui sont très favorables à la France insoumise, eh ben, on aurait probablement pu passer le second tour. Il faut quand même l'entendre. C'est-à-dire qu'on a quand même des catégories de population que nous avons à mobiliser davantage et qui sont déjà avec nous. Ça me paraît être une tâche première. Et la deuxième, c'est en effet d'aller voir, notamment, il y a, je le crois, une part géographique. Non pas qu'elle réponde à tout et non pas qu'il faille la traiter en dehors du reste. Il faut créer du lien. On ne va pas saucissonner la France et parler un coup au quartier populaire, un coup aux zones périurbaines. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais je crois quand même que la question posée par François Ruffin mérite d'être regardée de près et que nous avons à affiner nos messages, la façon de nous adresser et d'être présents aussi, hein, parce que c'est un enjeu de présence. Là, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à raison. On gagne là où il y a des révolutionnaires. Hein. Et c'est vrai que quand on voit là où on a gagné, parce qu'on a gagné sur des territoires comme ça, François Ruffin, mais d'autres, hein, en Haute-Vienne, à Redon, il y a des endroits où on a gagné. Et c'est vrai que c'est des collectifs militants. C'est aussi par le rapport humain, par notre implantation humaine, de l'empathie et une attention particulière pour modifier sans doute, ajuster en tout cas, une part de notre discours qui peut fonctionner bien, hein, je veux dire sur les services publics par exemple. Peut-être qu'il faut réagencer, mais moi je pense qu'à travers ça, il y a beaucoup de choses. Parce que dans le monde périurbain, chez les ruraux, on pense spontanément, pour ceux qui sont très urbains comme moi, agriculture. Mais en réalité, les agriculteurs sont très très minoritaires. En revanche,
Ce qui est clair, c'est que les problèmes qui existent, par exemple, dans ma circonscription à Sevran, Villepinte et Tremblay, sont les mêmes que ceux d'un certain nombre de mes collègues dans des zones très rurales. La disparition des services publics est une question clé. Alors, c'est sur les transports, c'est les maternités, c'est les services culturels, c'est tout qui a mangé très fort et qui pose problème. Donc ça crée par exemple potentiellement du lien que nous devons conforter, ces biens communs, ces services publics, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir accès à l'égalité et à la liberté. Donc ça me paraît être un biais qui rassemble partout, mais peut-être que dans la façon d'en parler, dans les exemples que nous donnons, il faut qu'on ajuste de telle sorte que l'ensemble du territoire français se sente bien représenté. J'ai une dernière question, Clémentine. Tu as sorti ton premier roman avant l'été, ça s'appelle Assemblée, c'est chez Grasset. Un roman qui parle de femmes, de féminisme et de politique. T'es pas la première femme politique à avoir écrit un roman. Il y a aussi Marlène Schiappa, Christiane Taubira ou Aurélie Filippetti. Pourquoi le roman? Pourquoi un roman? Pourquoi pas un essai pour dire ce que tu avais à dire sur l'amour, sur le désir, sur les femmes, le pouvoir et la politique? Je me suis dit que ça serait très ennuyeux de le raconter en essai. Et puis surtout, ce que je voulais raconter, je pense que je suis pas sûre que je serais arrivée par un essai, parce que je voulais parler de ce moment de désir contradictoire en fait, de la difficulté dans ce temps de post-MeToo et de la révolution féministe telle qu'on l'a connue au XXe siècle, où on arrive à un moment où les femmes ont de plus en plus conscience de leur chaîne et envie de les mettre à mal. Voilà, de les renverser, de plus être dans des rapports inégalitaires avec les hommes, et en même temps se trouvent, ont grandi, ont des modèles, ont une éducation, ont un environnement qui fait que leur inconscient, leur désir profond, j'ai envie de dire ancré depuis toute petite, les amène sur des chemins que rationnellement elles n'ont pas envie de prendre. Alors ça c'est très contradictoire, enfin c'est cette tension, et ça crée une tension interne. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était et je pense que la littérature permet de le raconter, la fiction permet de le raconter avec des cas précis qui donnent à voir cette tension qui est plus difficile, me semble-t-il, à raconter dans un essai. Voilà. Après, j'ai été amusée parce que des critiques racontent que je parle de sexualité et je crois qu'on pourrait presque reprocher à ce roman de ne pas parler de sexualité. Donc ça m'a fait un peu rigoler. Je me demandais si des gens qui le critiquaient l'avaient lu, parce que ça parle peu de sexualité. Le désir, beaucoup. Ça parle Partout, de désir. toutes les pages. Bien sûr, ça parle de désir. Oui, parce que c'est... Le désir de pouvoir, de domination, exactement. de genre comment est-ce qu'on arrange tous ces désirs. Comment on fait, ouais. Et le rapport entre séduction et pouvoir est une des choses qui m'intrigue énormément, qui fait partie de l'histoire. Hein, mais c'est drôle que tu n'en aies jamais parlé dans un essai. Moi, sauf si je me trompe, hein, mais j'ai lu quand même beaucoup de ce que tu as écrit, et j'ai jamais lu en fait cette problématique dans un essai. Et tu choisis le roman pour en parler. J'en ai parlé un certain nombre de textes que j'ai écrits sur le viol, je parle de ce lien entre désir et pouvoir. Mais bon, c'est pas la même, la même manière de l'amener. Ouais. Ouais. Mais ça te permet, tu penses que tu es plus libre, en fait, lorsque tu écris un roman, que lorsque tu écris un essai? Non, je sais pas si je suis... Oui, enfin, je sais pas si je suis plus libre, mais c'est une approche qui est très différente, en fait, et puis qui passe par le sensible. Et je pense qu'on est dans ce moment où il faut... Mais ça passe par le sensible aussi, lorsque tu écris un essai ou que tu parles de politique. Beaucoup plus fort par l'émotion, le sensible. Je trouve que traiter la contradiction, je trouve que le roman permet beaucoup ça. Parce qu'il faut rentrer dans le détail pour bien l'expliciter. Je peux le dire comme je viens de le dire là. Je pense que ça n'a pas la même force que de le prendre en exemple et qu'on soit en empathie avec les personnages, avec les questions complexes qu'ils ont à gérer en fait. Et c'est pas le même cheminement. Après, est-ce que j'ai tant réfléchi que ça? J'avais envie de raconter quelque chose et il m'a semblé que la forme fiction était plus simple pour moi à ce moment-là. Mais peut-être que demain, ça sera un essai. Peut-être que demain, je le ferai en essai, ça, c'est clair. Merci beaucoup, Clémentine. Merci.